Bonsoir et bienvenue pour le 7-8, l'actu sur TV Fil 78, le point sur l'information locale de Saint-Quentin en Yvelines à Versailles. Nous sommes le 23 mai, voici les titres. Manifestation nationale à Paris samedi après-midi. Des élus qui s'opposent à la réforme des rythmes scolaires se réuniront avec les parents et représentants du monde de l'éducation. Le ministre Benoît Hamon n'entend pas céder. L'apprentissage des enfants, il en sera justement question la semaine prochaine à Saint-Quentin en Yvelines avec un congrès national des conseillers pédagogiques. L'une des organisatrices de ce rendez-vous sera en plateau pour en parler. Et puis toujours en partenariat avec Radio Sensation, nous irons à Cannes pour suivre les Yvelinois sur la Croisette. Le réalisateur originaire de Saint-Quentin, Edgin Carénard, y présente un nouveau long métrage. Et puis comme chaque vendredi, en seconde partie du journal, nous reviendrons bien sûr sur l'essentiel de la semaine écoulée. L'image du jour, l'image de ce vendredi, c'est la star de télé-réalité américaine Kim Kardashian et le rappeur Kanye West attendu à Versailles dans la soirée. Une visite privée du château, dont la direction n'a d'ailleurs pas souhaité nous en dire plus, est prévue avant que le couple ne se rende a priori en Touraine ou même à Louvciennes, toujours dans les Yvelines, pour célébrer son mariage, même si l'Italie revient le plus souvent dans les rumeurs. Cette visite privée du château de Versailles, pour eux et pour leurs proches, est d'ailleurs un lot de consolation, car c'est bien le palais du Roi Soleil qui était leur premier choix pour cette cérémonie. La présidente du château de Versailles, Catherine Pégard, a cependant fait savoir que ce lieu n'était pas dédié à ce genre d'événement. Mobilisation nationale contre les nouveaux rythmes scolaires ce week-end. Samedi à 15h, un cortège d'élus, de représentants du monde éducatif ou tout simplement de parents marcheront en direction du ministère de l'Éducation. Ils demandent l'annulation de la réforme, une table ronde sur l'école de demain. On écoute le maire d'Elancourt, l'UMP Jean-Michel Fourgousse, porte-parole de ce mouvement. On n'a jamais vu une telle tension entre les maires et l'État. Qu'est-ce que c'est que ces rapports ou ces pampans-fefesses? Une réforme comme ça, elle doit être partagée, elle doit être concertée, elle doit être acceptée. Enfin, les profs, vous n'allez pas comme ça les forcer. Non mais c'est fini, c'est pas un régime autoritaire, une démocratie. On est sérieux, on ne fait pas de politique. Il y a des maires de gauche, des maires de droite, des maires du champ, des maires qui sont absolument pas engagés d'ailleurs, qui disent que cette réforme est une mauvaise réforme contre l'intérêt de l'enfant et incohérente vis-à-vis des baisses de dotation qu'on vient de recevoir. On ne voit pas comment on peut financer une telle réforme qui ne sert à rien. De son côté, Benoît Hamon, le ministre de l'Éducation nationale, rappelle une règle simple. C'est l'État et non les communes qui fixent le temps scolaire. Aux villes revient l'organisation du temps périscolaire, donc la réforme s'appliquera. Il ne peut pas en être autrement. Des propos recueillis du ministre en marge de la remise du prix du trophée culture et diversité d'improvisation à Paris. Ça va s'appliquer partout. Il y a une confusion qui laisse à penser que l'organisation du temps scolaire est fixée par les maires. C'est l'État qui les fixe. Et il revient aux maires d'organiser le temps autour de l'école, le temps périscolaire. Mais nous, ce que nous avons voulu, c'est que les enfants au primaire, apprennent mieux en apprenant davantage le matin, et donc une matinée de plus. C'est pour ça que nous avons arrêté comme principe 5 matinées dans le temps scolaire, pas forcément successifs, ça peut être le samedi matin ou le mercredi matin. Nos enfants apprenaient mieux, le niveau des écoles était meilleur quand on avait 5 matinées. C'est pour ça qu'on veut y revenir, et aussi parce que les parents doivent le savoir, leurs enfants sont mieux concentrés entre 9h et 11h du matin, et quand on rajoute un matin, ça leur donnera davantage de chances de maîtriser le français et les mathématiques. Or, ce sont sur ces apprentissages fondamentaux que l'école française aujourd'hui recule. Donc on va avancer. À la rentrée prochaine, l'organisation du temps scolaire, elle sera arrêtée en fonction de ces principes-là. Ce que nous avons voulu travailler avec les maires, c'est la première fois qu'un gouvernement invite les maires à travailler, c'est à penser le périscolaire autour du temps scolaire. Mais ce que d'abord un parent demande au ministre de l'Éducation et au professeur ou à un directeur d'école, c'est que son garçon ou sa fille apprenne correctement le français ou les mathématiques. C'est l'engagement que nous prenons avec cette réforme des rythmes scolaires. Et puis autour, on va travailler avec les maires les rythmes périscolaires. Alors j'entends que des maires dire on ne l'appliquera pas. Sachez qu'ils n'ont pas le pouvoir de ne pas l'appliquer. Moi j'ai proposé des assouplissements pour tenir compte de l'avis des maires, mais je ne vais pas remettre en cause le principe d'une réforme qui est favorable aux apprentissages au motif que certains maires n'y arrivent pas. Mais je rappelle que ces maires qui disent ne pas vouloir organiser la réforme, ils oublient de dire qu'ils le veuillent ou pas, et qu'ils donnent un contenu au périscolaire, c'est-à-dire qu'ils organisent des activités ou pas, l'engagement de l'État, c'est de leur verser de toute façon 50 € par enfant. Donc il faudra que ces maires, tous, disent que font-ils de ces 50 € par enfant alors qu'ils n'organisent rien dans les activités périscolaires. Et moi je leur demande, que ferez-vous de ces 50 €? Et moi je regrette qu'aujourd'hui des maires préfèrent appliquer la consigne du Bureau national de l'UMP
sur la réforme des rythmes que de se mettre autour d'une table là où, notamment dans le décret d'assouplissement, j'ai montré la volonté du gouvernement de tenir compte de ce qu'on nous disait sur le terrain, de la différence entre l'école maternelle et l'école primaire. Tout ça, on en a tenu compte. Ça ne relève plus de moi, ça relève de M. Copé. Je lui demande d'être un peu plus raisonnable. Malgré le ton ferme du ministre, les déclarations de maires refusant de mettre en place cette réforme dès le mois de septembre se multiplient. Plaisir, Morpa ou encore Bois d'Arcy, Philippe Benassaya, le maire de cette commune, l'a d'ailleurs déclaré sur notre antenne cette semaine. Sur la réforme des rythmes scolaires, lorsqu'on a des convictions, il faut les appliquer. J'étais contre cette réforme, je suis toujours contre cette réforme. Je pense qu'elle fatigue les enfants, elle n'est pas financée en plus. Et en plus, compte tenu des marges de manœuvre de notre budget, qui sont totalement nulles, il est totalement impossible d'appliquer cette réforme qui va coûter cher. Alors, soit j'augmente les impôts pour appliquer cette réforme dont on ne sait même pas si elle a un impact positif sur les enfants. Donc, comme à Plaisir, comme à Elancourt, vous n'appliquerez pas cette réforme. Je reporte donc pour la rentrée 2014-2015 cette réforme des rythmes scolaires. Pour autant, vous nous dites que vous reportez, mais le responsable de l'académie que nous avons rencontré il y a quelques jours, on nous disait qu'il mettrait en place lui-même la réforme si les maires ne voulaient pas l'appliquer. Eh bien, on verra. Il ferait les horaires, et si les maires ne veulent toujours pas appliquer les nouveaux horaires, ce sera au préfet. Eh bien, on verra à ce moment-là. Vous pourriez vous attacher à l'école si les préfets demandent à ce que les écoles soient ouvertes. En tout cas, nous irons le plus loin possible dans nos convictions. Ensuite, on verra s'il faut discuter, parce que cette méthode-là de l'État tout-puissant qui impose à une commune, malgré les marges de manœuvre nulles dont je parle, une réforme dont on n'a absolument pas des résultats au niveau des enfants, je trouve ça intolérable. Je trouve ça totalitaire, pardonnez-moi l'expression. Voilà. Manifestation nationale à Paris samedi après-midi. Le point complet, ce sera dans notre prochaine édition du journal, lundi à 18h en direct. On reste dans le domaine de l'éducation puisque je reçois à présent Jacqueline Salin. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes la présidente dans les Yvelines de l'Association nationale des conseillers pédagogiques. Il est question du congrès de l'Association nationale des conseillers pédagogiques du premier degré qui va se dérouler sur le site de l'université de Versailles-Saint-Quentin à Guyancourt de dimanche à mercredi. 250 formateurs du premier degré, de métropole et des dom-tom également seront présents pour débattre de l'apprentissage, de la formation au sein de l'éducation nationale. Et forcément, au regard de l'actualité, je vais vous poser cette question, est-ce que vous allez aborder les rythmes scolaires? Est-ce que ça fait partie des préoccupations, l'application des rythmes scolaires? Ça fait bien sûr partie de nos préoccupations, puisque c'est la vie de l'enfant qui est citée dans ce temps-là, puisque c'est le temps de l'enfant. Les périodes d'apprentissage varient effectivement selon le matin, le début de la matinée, la fin de la matinée, l'après-midi. Tout ça peut être très variable, mais nous axerons peut-être plus nos travaux sur comment on peut faire accéder les enfants à la réussite scolaire. Alors quel est l'objet justement? C'est d'échanger des expériences, que chacun puisse se retrouver sur un temps d'échange et partager, tout simplement? Alors c'est un temps de formation qui est placé sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Un temps de formation qui nous permet de rencontrer des chercheurs, qui nous permet de rencontrer des spécialistes de l'apprentissage, puisque nous, notre thème cette année, c'est apprendre au XXIe siècle, la recherche, l'innovation, les différentes politiques qui sont mises en place également, et comment on peut mettre cela en place pour la réussite de tous les élèves. Ça s'adresse aux conseillers pédagogiques à l'école. Alors ces conseillers pédagogiques, leur rôle, ce sont les formateurs des enseignants. Voilà, tout à fait. Alors, les conseillers pédagogiques, essentiellement sur la formation continue. Donc, une fois que les enseignants ont eu le fameux concours pour rentrer dans le professorat des écoles, donc bien du premier degré. Les conseillers pédagogiques, tout d'abord, sont issus également du professorat des écoles. Donc, on les accompagne, enfin les conseillers pédagogiques les accompagnent dans leurs projets, dans leur manière de faire la classe, de s'adapter aux élèves, aux conditions qui sont les leurs, puisque chaque école presque a des conditions tout à fait différentes, et puis que leur projet propose du sens aux élèves, qu'ils soient donc très intéressés par ce qu'on leur propose,
et non seulement intéressés, mais qu'ils apprennent. Est-ce qu'il y a des conseillers pédagogiques qui, quelquefois, sont perdus, ne savent pas répondre aux demandes des enseignants parce que ça évolue, ça a beaucoup évolué ces dernières années? Effectivement, ça a beaucoup évolué et là, on est d'ailleurs sur des dispositifs qui se mettent en place, plus de maîtres que de classe, la scolarisation des moins de 3 ans, le numérique à l'école. C'est vrai que la formation des conseillers pédagogiques était aussi nécessaire. Et c'est dans ce cadre-là que nous faisons ce congrès. Et parfois, effectivement, il arrive que nous avons aussi des inquiétudes où nous ne pouvons pas... Je dis toujours, on n'est pas des médecins. On n'a pas la grippe et puis on va vous donner un médicament pour. Non, c'est pas possible parce qu'il faut accompagner. C'est beaucoup un travail d'accompagnement. C'est du cas par cas à chaque fois, forcément, en fonction de l'école, de la situation, de Absolument, parce que si c'était juste un temps T à résoudre, non, mais c'est toujours dans un contexte. C'est fréquent ce temps d'échange qui est organisé? Est-ce que ça revient régulièrement? Enfin, en tout cas, chaque année pour votre congrès, mais est-ce qu'au-delà de ça, les conseillers pédagogiques sont encadrés aussi au quotidien? Alors, il y a des temps de formation qui sont organisés, mais qui sont vraiment très différents les uns des autres. Les structures sont différentes au niveau des départements, au niveau des circonscriptions aussi, puisqu'il y a une trentaine de circonscriptions dans le département des Yvelines, et ça fonctionne différemment dans diverses circonscriptions, mais toujours dans le même objectif quand même, accompagner les enseignants qui n'ont pas eu de formation pendant quelques années, là il faut le dire. Donc la formation continuée, celle qui, quand ils étaient sur le terrain, était essentielle. Concrètement, le programme, ça va s'organiser comment? Des intervenants, des spécialistes? Ça débute dimanche jusqu'à mercredi à l'université de Versailles-Saint-Quentin. C'est réservé bien évidemment au personnel du monde de l'éducation. On aura l'occasion d'en parler, en tout cas dans une prochaine édition de ce journal. Mais sur le programme, comment ça va se dérouler? Eh bien, tout d'abord, nous allons avoir le lundi 3 conférences avec François Tadei, qui est chercheur... Vous aurez en tout cas aussi des intervenants locaux, parce que je pense à Alain Serre, par exemple, qui est le responsable de la maison d'édition Rue du Monde. Voilà, puisque la littérature de jeunesse est très importante, puisque le ministre parlait tout à l'heure de la lecture, effectivement. Donc, quel support apporter aux classes, aux maîtres, pour que les élèves prennent conscience du monde qui les entoure. Donc Alain Serre en tant que régional, on va dire, et plus éditeur. Et sinon, Philippe Mérieux, grand pédagogue, je crois que vous le connaissez, qui viendra voir qu'est-ce qui est nécessaire, quel est l'utile pour les enseignants pour que... Des exemples concrets pour qu'ils puissent répondre à toutes les demandes. Et le propos, c'est essentiellement comment lier la recherche, puisqu'il y a vraiment beaucoup de travaux qui sont effectués sur la pédagogie, comment lier ce travail de recherche et la mise en place sur le terrain. Merci Jacqueline Salin, présidente dans les Yvelines de l'Association nationale des conseillers pédagogiques, d'être venue nous parler de ce congrès qui va s'ouvrir dimanche. Je sais que vous êtes en pleine préparation, alors on va vous laisser y retourner. Merci encore à vous. Bien. Le scrutin européen, c'est dimanche également un seul et unique tour pour désigner nos eurodéputés, en dehors de l'aspect politique de la campagne que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site internet à travers reportages et débats. Nous vous avons aussi proposé dans nos différentes éditions des illustrations concrètes du rôle de l'Union dans notre quotidien. Autre exemple aujourd'hui avec les entreprises, comment l'Union européenne peut aider les TPE, un sujet signé Claire Cambier. Nous produisons nos blés en agriculture raisonnée, donc on a une certification agriculture raisonnée. Et donc j'ai décidé de monter une meunerie sur meule de pierre, donc écraser mes propres blés, faire ma propre farine, qui est une farine semi-complète. Et je travaille avec mes 2 fils. Se diversifier pour perdurer. Mais pour cela, rapidement, il a fallu investir. Pour payer un cabinet d'ingénierie agricole et du nouveau matériel. Montant pour rénover la meunerie, 130 000 €. Marc s'est alors tourné vers la Chambre d'agriculture. Ensemble, ils ont effectué une demande de subvention aux collectivités territoriales. L'Union européenne y a répondu favorablement. Avec les conseils régional et général, elle lui a accordé une aide à hauteur de 30% de son investissement. L'Union européenne aide ainsi le milieu agricole à travers des financements du FEADER, le Fonds européen agricole pour le développement rural, mais il existe d'autres fonds dits structurels avec des budgets plus conséquents. Pour les fonds structurels, il y a 2 grands types de fonds en France. Le FEDER, le Fonds européen de développement régional, le FSE, le Fonds social européen. C'est sur le même principe, c'est-à-dire une programmation de 7 ans.
Et les petites entreprises sont là aussi concernées. Pour chaque fonds sollicité, il faut répondre à un certain nombre de critères. Ils peuvent concerner la taille de l'entreprise, ses partenariats ou encore le type de secteur. Au-delà de ces fonds structurels, l'Union européenne aide les PME à travers des aides directes. Pour en bénéficier, les entreprises doivent postuler auprès de la Commission européenne via des appels à projets et selon un calendrier défini. Les programmes les plus importants concernent les secteurs de l'environnement, de l'audiovisuel, de l'aide à la formation, mais surtout les projets de recherche et d'innovation. Au jardin de Cocagne, à Manille-les-Hameaux, on ne mise pas sur la recherche et le développement, mais sur l'insertion. Et l'Union européenne encourage, dans une moindre mesure, ce type d'entreprise. Ici, chaque année, 40 personnes éloignées de l'emploi sont recrutées comme jardiniers. Le but, les former et les aider à retrouver un poste pérenne. On a obtenu 23 000 € chaque année, qui correspondait au financement de la personne qui accompagnait nos jardiniers. C'est un dossier très administratif, avec beaucoup de statistiques, beaucoup de demandes liées au projet aussi, qui va être très précis, sachant qu'après, on sera jugé sur les résultats par rapport au projet. Pour contrer ces difficultés, l'Union européenne a mis en place des aides non financières indirectes. Qui vont plutôt être des personnes qui vont les aider à décrocher ces subventions pour leurs activités. Donc là, typiquement, le réseau Entreprises Europe pour l'Île-de-France, c'est une trentaine de personnes qui sont là pour accompagner les entreprises. Enfin, l'Union européenne propose un 4e type d'aide auprès d'institutions financières. Ces intermédiaires proposent alors de meilleures conditions bancaires, comme par exemple des taux d'emprunt réduits. L'Union européenne vient donc épauler les entreprises et les petites structures ont droit à leur part du gâteau. Le but est clairement affiché, qu'elles créent de la richesse avec la mise sur le marché de nouveaux produits ou de nouveaux services et de l'emploi en Europe. L'Europe et vous, dernier épisode pour notre série réalisée avec Europe Direct Yvelines. Aujourd'hui, les questions d'Internet, c'est toujours au micro de Catherine Zulato. Le Parlement européen, notamment dans son dernier paquet télécom qu'il a voté ce qu'on appelle la neutralité du net. Alors la neutralité du net, c'est un principe un peu politique assez barbare à comprendre, mais c'est très simple. C'est-à-dire que quand vous accédez à Internet, vous avez un net entier. C'est-à-dire que vous pouvez accéder facilement à vos mails, surfer sur Internet, accéder à YouTube pour regarder vos vidéos. Ça, c'est la neutralité du net. Le fait de ne pas avoir de neutralité du net, ça permet à un opérateur tout simplement de décomposer votre utilisation d'Internet et vous faire payer les utilisations particulières. C'est-à-dire qu'un opérateur, s'il n'y a pas la neutralité du net, un opérateur peut vous facturer un coût supplémentaire pour pouvoir accéder à vos mails, pour pouvoir regarder YouTube, pour pouvoir faire du Skype et ainsi de suite. Ça évite de devoir payer sa facture Internet 80 €. Voilà. Donc on reste grâce à cette décision du Parlement européen, on va rester sur les tarifs actuels à peu près de 20 à 40 € pour une connexion Internet complète. C'est un principe politique, c'est-à-dire que là, c'est les opérateurs qui le font de bonne volonté. Il faut bien comprendre que si un opérateur se met à le faire de son côté, il va perdre tous ses clients, tous les clients vont aller vers un autre. Maintenant, c'est une demande assez récurrente des principaux opérateurs en France de pouvoir décomposer et de facturer les services supplémentaires parce que tout simplement, les développements des réseaux, Internet à grande vitesse, ça demande des infrastructures de plus en plus complexes, donc ça demande des investissements de plus en plus lourds des opérateurs. Le fait de faire payer en plus les consommateurs, ça permettait tout simplement de se rentabiliser. Le Parlement européen a imposé un chargeur universel pour tout ce qui est les smartphones, tablettes et compagnie. La plupart du temps, on a ce qu'on appelle une connectique micro USB, mais on ne va pas se cacher, pour les téléphones notamment de la marque Apple, on a toujours un chargeur particulier. Alors maintenant, le Parlement européen, d'ici 2017, grâce au Parlement européen, on va avoir un chargeur unique. Voilà. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est téléphone, tablette, on pourra les recharger via un même câble. Voilà. Peu importe la marque du produit, peu importe le pays dans lequel vous vous retrouvez, ça sera toujours le même câble. De l'Europe à Cannes, dernier volet également ce soir de notre série d'interviews à Cannes en partenariat avec Radio Sensation. Les Yvelinois sont aussi sur la croisette et notamment Jean Carénard. Il est né à Port-au-Prince en Haïti en 1981. Il a ensuite grandi à 50 ans en Yvelines. Sur la croisette, il présentait son deuxième long métrage FLA, Faire l'amour, projeté en ouverture de la Semaine de la critique, en parallèle de la compétition officielle. L'histoire d'un rappeur atteint de surdité, tiraillé entre deux femmes, deux sœurs. Un film sur le handicap qui invite au dialogue
L'accueil a été plutôt bon, de quoi donner confiance au jeune réalisateur qui a déjà très envie de repartir en tournage et de mener d'autres projets, notamment un spectacle. Le pitch en fait, c'est l'histoire d'un rappeur qui est en train de devenir sourd et qui est aussi tiraillé entre deux femmes. Ce que j'ai envie de transmettre aux spectateurs, c'est de la difficulté de la relation amoureuse déjà, et puis ensuite de la difficulté aussi du handicap, autant pour soi que pour son entourage. En fait, c'est un scénario que j'avais écrit quand j'habitais encore dans 78, quand j'habitais à Versailles en 2007. Et donc je l'avais écrit à ce moment-là. Et puis entre-temps, j'ai fait mon premier long métrage. Et puis en fait, ce scénario-là que j'avais écrit avant, il a plu. Et donc voilà, après ça s'est mis sur pied, quoi. Y a des partenaires qui ont suivi et puis tout s'est goupillé. Pas mal de projets, on travaille en écriture en ce moment-là, en ce moment, aussi bien sur du cinéma que sur des projets théâtraux avec Laura. Ouais, c'est une continuité. Donc effectivement, là on est au stade de l'écriture, mais l'idée c'est que ça s'arrête, c'est que l'énergie d'une victoire, parce que c'était un challenge, serve à en remporter d'autres et du coup à entamer d'autres projets. On est en train d'écrire un spectacle ensemble qui est là un projet de scène. Donc tout en continuant notre route, on se diversifie et on va toujours pile poil dans ce qu'on veut faire et dans ce qu'on aime. Vous avez l'exclu. Le thème, c'est... Elle réfléchit ce qu'elle peut dire, ce qu'elle peut pas dire, c'est trop tôt de dire. C'est toi qui t'es lancé, hein, t'as dit. On va réserver la surprise. Si vous revenez TV Fil 78, on vous en dira des pavés. Ça va être un spectacle extraordinaire. Vous en allez avoir plein les yeux, plein la vue, plein les sens, comme d'habitude. Mais il faudra être un peu patient. On va être encore un peu patient. Alors, en tout cas, dimanche, Radio Sensation consacrera une émission spéciale aux Yvelinois présents au Festival de Cannes. L'occasion de découvrir les coulisses de cette 67e édition. C'est donc dimanche à partir de 19h dans un zeste d'infos avec Nicolas Kirillovitz et Franck David. L'information principale de cette semaine à présent, c'est le blocage des entrepôts de Phébus à Versailles. La société de transport en commun ne peut plus assurer son service depuis 2 semaines en raison d'un vaste mouvement social. La justice a décidé maintenant de s'en mêler. Elle a ordonné que les conditions à la mise en place d'un service minimum soient remplies. Jérémy Ebras. Ce mercredi, au dépôt de Phébus à Versailles, l'abattement régnait parmi les grévistes. Plus tôt dans la journée, le tribunal a ordonné la fin du blocage du dépôt. David Métain, avocat des grévistes, note néanmoins 2 irrégularités dans la décision du tribunal. Il a fait appel. D'une part, il y a eu un blocage, c'est vrai, mais pas un blocage de l'entreprise et pas un blocage de l'entrepôt. Il y a eu un barrage qui a été fait sur la voie publique. Les bus sortaient du dépôt, mais ils étaient bloqués à 50 mètres du dépôt. Ça veut dire que, en droit, j'insiste, en droit, on est sur la voie publique. On n'est pas dans l'entreprise. Et d'ailleurs, les barrières de l'entreprise étaient fermées par la direction. L'autre point, ce sont les grévistes. 6 ont été assignés. On ne comprend pas pourquoi 220 grévistes sont expulsés alors que seuls 6 sont attrayés en justice. Et le tribunal n'a pas encore déterminé la date de la prochaine audience. Ce jeudi, la situation semblait évoluer dans le bon sens puisque le dialogue s'est établi entre les représentants de l'intersyndicale gréviste et la direction. Des négociations ont commencé ce matin. Le trafic, en revanche, n'est toujours pas revenu à la normale. Selon les grévistes, environ 15% des bus seulement seraient sortis du dépôt. Contacté à plusieurs reprises, la direction de Phébus n'a pas donné suite à nos sollicitations. Pour rappel, les grévistes se plaignent de conditions de travail qu'ils jugent déplorables et réclament une augmentation salariale de 5%. Pour terminer ce journal, et si vous nous suivez ce vendredi, n'oubliez pas ce soir 23 mai de faire la fête avec vos voisins. La fête des voisins, également baptisée Immeuble en fête, entend recréer du lien social depuis 1999 et sa première édition parisienne. Vous voyez sur ces images l'une des éditions qui s'est déroulée à Trappes. Depuis, le concept se décline à l'international, Canada, Turquie. Les services des mairies peuvent vous aider pour l'organisation. Bonne fête donc à chacun. Et puis
puis n'oubliez pas tout de même avant de fêter vos voisins qu'il faut aussi prévoir de quoi fêter nos mamans. Ce sera dimanche. Prochaine édition du 7-8, l'actu, lundi en direct à 18h. Nous reviendrons sur les résultats aux européennes dans le département et sur cette mobilisation contre les rythmes scolaires qui ne faiblit pas. Nous l'avons vu au début de ce journal. Très bon week-end.